Les jeunes, on ne peut plus les arrêter pour partir aujourd'hui parce que la globalisation est là et parce qu'il y a une liberté individuelle aussi à respecter. Absolument. Par contre, au lieu que ces jeunes partent de manière individuelle et sans retour, il faut qu'ils partent dans le cadre d'une coopération internationale. Cette coopération internationale fait que même s'il part, évidemment, il va trouver sa place dans le pays d'accueil parce qu'il a été attiré. Mais il va aussi garder contact avec son pays d'origine et ainsi, on est sur les approches dites gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce cadre-là, cette compétence-là, elle n'est pas perdue à son pays d'origine parce qu'il va pouvoir aider son pays d'origine là où il est et en même temps, il va servir au manque qui existe dans les pays d'accueil. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Slim Khalbous, qui est le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il est d'abord un homme qui a un parcours universitaire, professeur d'université depuis 1997 et ancien ministre tunisien de l'Éducation, avant d'être aujourd'hui, de diriger l'agence universitaire de la francophonie depuis le décembre 1919. Bonjour. Bonjour. D'abord, beaucoup ne connaissent pas bien l'agence. Est-ce que vous pourriez définir en 2 mots sa vocation? Avec grand plaisir. C'est une organisation qui a été créée en 1961. Donc elle fête bientôt ses 65 ans d'existence. C'est une université qui est un réseau qui est né sur une idée. Pourquoi ne pas mettre en réseau les universités francophones? Cette idée est devenue un grand projet parce qu'aujourd'hui c'est le premier réseau universitaire au monde qui englobe 1100 universités issues de 120 pays. Donc on est très au-delà du monde francophone habituel. Beaucoup de pays, peu ou pas francophones, sont intéressés aussi à la collaboration scientifique internationale dans l'espace francophone. Et donc petit à petit, elle a évolué d'un simple réseau de mise en commun et de partage d'expériences à une organisation d'aide au co-développement par le savoir. Et ça, c'est une fierté pour nous. Donc aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de pays sur les 5 continents et ça nous permet d'accompagner un certain nombre de gouvernements, un certain nombre d'universités dans leur transformation. Vous êtes déjà dans votre 2e mandat qui court de 2023 à 2027. Vous êtes à mi-parcours. Oui. C'est-à-dire que vous avez eu le temps, pendant le premier mandat 2019-2023, d'initier des chantiers. Où êtes-vous aujourd'hui sur les dossiers essentiels? Écoutez, nous sommes en train de terminer un cycle de 4 ans parce que l'AUF a une assemblée générale tous les 4 ans où on vote une stratégie quadriennale. Donc on avait voté en 2021 une stratégie quadriennale 21-25 qu'on est en train de terminer. Oui. La prochaine assemblée générale de l'AUF aura lieu à Dakar en novembre prochain, en 2025, où on votera la stratégie 25-29, donc pour les 4 années à venir. Et puis évidemment, on fera un bilan de la stratégie actuelle. C'est une stratégie de croissance qu'on a mis en place, qui a des résultats exceptionnels. D'abord en termes de rayonnement, parce que l'AUF est aujourd'hui présente dans 120 pays, jamais autant d'universités et de centres de recherche sont membres chez nous. Et puis surtout, on a développé une nouvelle stratégie d'implantation de proximité. Aujourd'hui, on a 200 bureaux, espaces de service à la disposition des étudiants, des chercheurs, des experts, gratuitement, dans nos établissements membres, où on fait des activités, des formations, des coachings, des réunions d'accompagnement. Et c'est devenu des espaces extrêmement dynamiques, au service d'une communauté scientifique francophone qui se dit, finalement, le français, c'est peut-être aussi international, et on pourrait peut-être faire du développement international entre espaces francophones. Alors, l'autre élément très important peut-être à citer, c'est la mobilisation des politiques. Aujourd'hui, on organise la 5e édition d'une conférence ministérielle des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace francophone. On a chaque année entre 30 et 35 ministres qui viennent et qui débattent sur comment on peut créer autrement un espace de coopération scientifique dans l'espace francophone. Évidemment,
l'Afrique a la part belle de cette rencontre, parce qu'on a beaucoup de ministres africains très impliqués, parce qu'on a plus de 450 universités membres à l'AUF venant du continent africain, et parce que c'est là-bas que les enjeux de la francophonie se font. La francophonie aujourd'hui, elle recule peut-être, comme certains disent, c'est vrai. Mais on va y revenir. Oui, on va y revenir certainement. Mais en tout cas, en Afrique, elle progresse. Et elle progresse surtout auprès de la jeunesse. Et c'est ce qui nous a poussé aussi dans cette nouvelle stratégie, d'aller vers la jeunesse, quelque chose que l'AUF n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire de travailler directement avec les jeunes étudiants francophones. Et aujourd'hui, on a créé un nouveau réseau qui s'appelle le réseau CLEF. CLEF, comme clé leader étudiant francophone. Plus de 200 clubs aujourd'hui sont dans 60 pays. Ils ont une plateforme numérique qui leur est réservée. Ils font des activités ensemble, ils font des échanges, ils font des plaidoyers magnifiques sur ce que peut être le monde dans un cadre de collaboration solidaire dans l'espace francophone. Ça redonne un peu d'espoir, parce que quand on parle avec certains politiques, on est un peu pessimiste. Quand on parle avec les jeunes, on a de l'énergie. Mais les outils, pour permettre ce que vous dites, il y a des attentes considérables. Et sur les enjeux de recherche, tout ce qui est en relation avec les jeunes, les formations, l'éducation, il y a des enjeux considérables. Comment répondez-vous, vous, à votre échelle, à ces interrogations ? Écoutez, on essaie de répondre d'abord dans la limite de nos moyens, des moyens qu'on arrive à récolter. Lesquels ? Et les moyens, notamment financiers, deviennent parfois rares par les temps qui courent. Mais je vais vous parler plutôt de méthode avant de vous parler de l'argent. Parce qu'effectivement, l'argent, ça vient à sa part. Mais la méthode. Nous, on voudrait co-construire les projets. Nous faisons systématiquement chaque année plusieurs études auprès des ministères, auprès des universités, auprès des partenaires de la société civile par rapport à leurs besoins. Et ensuite, on leur dit, voilà, dans ces besoins-là, il y a des éléments où nous, on peut apporter quelque chose, où on a une valeur à ajouter, on a une expertise. Dans d'autres éléments, ce n'est pas notre affaire. Par exemple, la formation en IA, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de se transformer avec l'IA générative, ça, c'est un élément où on peut intervenir, où on peut mobiliser de l'expertise. Par contre, améliorer l'infrastructure lourde d'Internet dans certains pays, ça, ce n'est pas du ressort de l'AUF. Donc, on développe les intérêts, les priorités des pays ensemble, et parmi ces priorités, on indique celles où nous pouvons être un partenaire, où nous pouvons avoir un avantage comparatif. Cette méthode honnête de co-construction plaît beaucoup à nos partenaires, elle est plébiscitée parce qu'ils savent qu'on a une position neutre, apolitique, à but non lucratif, mais dont l'objectif est de co-construire pour améliorer le développement de ces pays, par le savoir, par la connaissance, par la recherche, l'innovation. Avec cette présence dans plusieurs aires culturelles, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, c'est une chance unique en termes de diversité et de multiculturalité. Comment faites-vous dialoguer les jeunes ou vos partenaires pour profiter de cette expérience exceptionnelle? Nous, on fait partie des gens qui considérant que la diversité, que la pluriculturalité, que la plurilinguicité étaient des avantages, c'est un espace d'apprentissage, c'est un espace d'échange. Et nous tirons beaucoup de bénéfices de cette diversité, contrairement à d'autres qui la rejettent. Nous, au contraire, on fait la promotion de cette diversité. On pense que cette diversité donne une richesse des solutions, des orientations. L'être humain est très divers. Comment il est vécu concrètement? Parce que c'est ça qui intéresse. Comment est vécu dans notre... La richesse et la diversité de... nous, ce qu'on fait, c'est de la mise en commun de cette richesse. Regardez, par exemple, on organise chaque année des rencontres avec tous les recteurs par continent. Les recteurs africains nous disent on est heureux chaque année de venir à la rencontre annuelle de l'AUF parce que j'ai des collègues, j'ai des amis que je ne vois qu'une fois par an. Et là, pendant 3-4 jours, je peux échanger. On réalise qu'on a des problèmes communs, on réalise qu'on a des visions communes. On réalise aussi que chacun a des points forts et des points faibles et que l'échange permet justement d'être encore plus forts ensemble. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne au quotidien. Quand on met des jeunes étudiants qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Asie-Pacifique, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Ensemble, ils portent des projets ensemble, ils font de l'entrepreneuriat ensemble, des projets où l'un est le fournisseur et l'autre est client. Ils réalisent qu'on peut
faire les choses autrement. Que la différence n'est que richesse et elle n'est pas un frein au développement. Et l'être humain est tellement différent par nature que si on ne sait pas en prendre en compte cette diversité, on va vers des conflits comme on est en train malheureusement de voir aujourd'hui dans le monde. Avec le déclin des moyens, notamment concernant la francophonie, les aides, comment vivez-vous la situation et comment permettre l'argent, c'est le nerf de la guerre. Franchement, c'est très difficile. En ce moment, c'est très difficile parce que nous, on est une organisation qui vit des contributions et de ses propres ressources. Les contributions, ce sont les contributions gouvernementales qui croient à la diplomatie scientifique et qui pensent que l'espace francophone peut se développer par une diplomatie scientifique francophone que nous portons à l'AUF. Ensuite, on a tous les fonds compétitifs, les fonds contractuels. Par exemple, quand un organisme comme l'Europe ou comme la Banque mondiale ou comme l'ABAD qui font un appel à candidature, un appel à projet, ben nous, on organise des consortiums d'experts avec des universités, des centres de recherche, etc. Et on va chercher ces fonds-là en candidatant. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a les cotisations. Les 1000 établissements qui sont membres chez nous payent annuellement une cotisation. C'est le schéma de financement de l'AUF qui a bien tenu depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, malheureusement, nous sentons qu'il y a un recul de l'intérêt, ou en tout cas du décaissement des gouvernements. Alors, est-ce que c'est dû à tous les conflits que nous observons aujourd'hui, parce qu'effectivement, on nous parle de l'endettement excessif, on nous parle de la guerre et de l'autonomie des défenses où il faut trouver de l'argent. Nous comprenons cela. Il s'agit de la souveraineté des États, il s'agit aussi des choix forcément autonomes de priorité des États, mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir que l'intérêt vers un espace francophone qui serait une des solutions alternatives à tous les conflits, à tout le déséquilibre mondial qu'on voit aujourd'hui, n'est pas assez évoqué. On parle, par exemple, du retour à l'Europe qui devrait compter sur elle-même par rapport au désengagement américain aujourd'hui. On parle du Sud global qui est en train de se réorganiser. Mais on n'entend pas grand monde parler de l'espace francophone comme une solution alternative à une coopération nord-sud, pour le coup, qui est naturelle. Pourquoi naturelle? Parce que l'espace francophone, par nature, il est composé de pays du Nord, très riches, des pays du Sud, moyennement riches, et des pays du Sud où il faut beaucoup d'aide. Et cet espace montre la diversité du monde, montre la diversité des territoires. C'est un espace aussi riche, c'est un espace étalé sur tous les continents. Mais tant qu'il n'y a pas une stratégie commune pour rendre cet espace comme une unité dans l'équilibre géopolitique mondial, il n'aura pas de voix francophone intéressante. Alors nous nous étonnons, nous, très franchement, sur le fait qu'il n'y a pas assez de politique aujourd'hui, il n'y a pas assez de dirigeants dans l'espace mondial et particulièrement dans l'espace francophone qui croient à une voie alternative qui soit francophone. Nous, on y croit. C'est-à-dire que vous avez quand même, vous êtes au cœur de cette coopération sud-sud que vous avez réussi à dynamiser, à booster, puisque vous êtes sur plusieurs assiettes géographiques. Et ça compte. Nous pensons que c'est possible, parce que très honnêtement, on entend beaucoup de discours politiquement corrects, très pudiques diplomatiquement, en parlant de coopération d'égal à égal, de gagnant-gagnant. Mais dans la pratique, on ne voit pas beaucoup de projets qui le font. Très peu de projets le font. Donc on est encore soit sur l'aide du fort vers le faible, soit sur le désengagement, comme on le voit en ce moment, une baisse de l'aide au développement un peu partout. Alors on peut comprendre, et nous on est en faveur du changement de la nature de l'aide. Il faut que ce soit de la co-construction, du co-développement, et non pas dans un seul sens. C'est mal compris, quand on parle de co-développement, ça ne parle pas aux gens. Et c'est ça ce qui est dangereux. Mais alors, je voudrais aussi pour être complet, la faute n'est pas seulement aux pays du Nord et aux pays riches. Les pays du Nord et les pays riches, leur tort est de ne pas voir l'espace francophone comme une alternative crédible dans le cadre du rééquilibrage du monde géopolitique.
Mais les pays du Sud aussi doivent prendre leur part de responsabilité. Au lieu de demander de l'aide, c'est de demander justement du co-développement. Au lieu que ça soit des actions plutôt individuelles et éparses, des actions plus institutionnelles, plus structurées. Parce que c'est ce qui fera aussi que le Sud soit plus crédible face à des pays qui sont plus en avance technologiquement ou économiquement. Mais dans tout ça, nous pensons que le passage par l'éducation, la recherche, l'innovation est indispensable pour un tas de raisons. La première, pour raison politique. On nous parle de la diplomatie politique. Mais quelle diplomatie politique si on n'a pas la même vision du monde? La vision du monde vient aussi de ce que les scientifiques nous disent. Aujourd'hui, il y a des problèmes transfrontaliers comme le climat, comme l'eau, comme l'IA générative, comme les réseaux sociaux qui ne connaissent pas les frontières. Si on ne se parle pas, si on n'a pas une vision commune, comment on peut utiliser ces éléments dans le cadre du développement? Mais aussi, il y a une question qui structure notre ère, c'est le nomadisme culturel. Il y a la bataille du savoir et des compétences, et très souvent, il y a un pillage au détriment des pays faibles. C'est vrai, mais là aussi, si on avait la pensée politique pour concevoir l'espace francophone comme un espace géopolitique alternant, différent, la question des fuites des cerveaux devrait devenir une opportunité. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'espace francophone aujourd'hui, on a les pays du Sud qui se plaignent à juste titre et très légitimement de la fuite des cerveaux parce qu'ils sont déjà en manque de compétences et les peu de compétences correctes partent ailleurs, mais partent ailleurs parce qu'il y a une attractivité qui est irrésistible ailleurs. Et d'un autre côté, vous avez des pays du Nord qui aujourd'hui ont des problèmes de main-d'œuvre, ont des problèmes d'expertise dans certains domaines, etc. Mais il n'y a aucun espace de dialogue pour que les besoins de l'un soient la solution de l'autre et inversement. Donc, prétendre arrêter la fuite des cerveaux d'un coup, ce n'est pas en faisant des discours pompeux ou en disant c'est la faute de l'autre que ça va s'arrêter. Les jeunes, on ne peut plus les arrêter pour partir aujourd'hui parce que la globalisation est là et parce qu'il y a une liberté individuelle aussi à respecter. Par contre, au lieu que ces jeunes partent de manière individuelle et sans retour, il faut qu'ils partent dans le cadre d'une coopération internationale. Cette coopération internationale fait que même s'il part, évidemment, il va trouver sa place dans le pays d'accueil parce qu'il a été attiré. Mais il va aussi garder contact avec son pays d'origine et ainsi, on est sur les approches dites gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce cadre-là, cette compétence-là, elle n'est pas perdue à son pays d'origine parce qu'il va pouvoir aider son pays d'origine là où il est et en même temps, il va servir au manque qui existe dans les pays d'accueil. Où est l'espace où on parle de ça aujourd'hui? C'est ce qu'il nous manque. Il nous manque de parler des sujets qui semblent être tabous, comme l'immigration, mais au lieu d'en parler de manière idéologique, de manière politisée, d'en parler comme une politique publique de coopération à l'intérieur de l'espace francophone. C'est ça ce que nous plaidons dans le cadre de la diplomatie scientifique francophone. Quels sont, je vois les pays africains sont au nombre de 44, je crois. Oui. C'est-à-dire que c'est un poids considérable. Comment il colore cette francophonie? Parce que, bon, il y a la créolisation, la transformation de la langue par l'apport de ces pays, mais comment ces pays interviennent et quelles sont ces attentes? Nous, à l'AUF, on arrive à très bien communiquer avec l'ensemble des pays dans leur diversité, et en particulier le pays africain. Pourquoi? Parce qu'on a développé un message qui est très explicite, très clair, c'est que la défense de la francophonie, la promotion de la francophonie ne peut pas se faire contre les autres langues. Elle ne peut se faire que dans un milieu multilingue. Il n'y a quasiment plus aucun pays au monde aujourd'hui qui soit monolingue. Ça n'existe plus. Sauf que ce que nous prenons, ce que nous défendons, nous, c'est la diversité des langues dans les sciences. Et, cher Hichem, c'est fondamental. Certains pensent que c'est un problème d'élite. Non, non, c'est un problème de fond, de développement. Aujourd'hui, s'est installée une hégémonie du modèle anglo-saxon en termes de développement, en termes de recherche, en termes d'innovation, qui est très grave. Et ce n'est pas vu comme grave. Même les gens, les chercheurs, certains responsables dans l'espace francophone, disent « Et alors? C'est la langue internationale, c'est la langue du développement, c'est la lingua franca du moment, et puis où est le problème ?» Ok, où est le problème? Nous avons fait une étude en 2023 avec nos amis québécois. On a trouvé que sur les revues indexées, c'est-à-dire les revues reconnues internationalement,
94% des articles sont publiés en anglais. Ça veut dire 6% en français, en espagnol, en portugais, en arabe, en chinois, en toutes les langues du monde. C'est rien que ça, c'est inacceptable. Grattons un peu plus. Derrière ces 94% d'articles, il y a 5 entreprises, éditeurs. 5 multinationales, tous nord-américaines. Grattons un tout petit peu plus. Ces 5 entreprises, le secteur de la publication scientifique, c'est 40% de bénéfices nets après impôt. Ça veut dire qu'en fait, il y a un vrai modèle économique derrière qui est détenu par le modèle anglo-saxon à dominante anglophone et américain, qui tue la diversité de la pensée diversifiée et qui nous donne des modèles inadaptés au monde. Oui. C'est certain, mais vous avez une exception, c'est que vous avez l'arabophonie, la francophonie, l'anglophonie, vous avez l'hispanophonie, c'est-à-dire qu'il a l'usophonie. La question, c'est quel est leur impact sur l'innovation, quasi insignifiante. Ah oui. Et c'est ça le vrai problème, qui n'est pas dite. Et la question, c'est qu'on oublie qu'un chercheur, quand il écrit en arabe, ou il écrit en chinois, ou il écrit en espagnol, ou il écrit en français, il ne pense pas de la même manière, parce qu'il puise dans un arrière-plan culturel qui est différent. Et on a besoin de cette différence, parce que le monde est différent. Si le monde entier pense anglais, réfléchit américain, produit de la matière, c'est un vrai problème. Et ça fait partie des raisons sous-jacentes, souvent sous-estimées, des problèmes du monde que nous vivons aujourd'hui. C'est un modèle unique de pensée intellectuelle qui ne s'accorde pas à la réalité des pays et à la diversité des pays. Sans vous opposer à l'OIF, mais l'OIF, on a l'impression qu'elle est à faune. C'est que pour marquer vous êtes dans un autre champ, la diplomatie scientifique. C'est que comment apportez-vous votre marque et comment expliquez-vous cette situation ? Nous, on travaille en concertation avec l'OIF, parce que l'OIF a un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Elle a un rôle de coordination politique. L'OIF, elle est dirigée par la secrétaire générale de la francophonie, et donc il y a une dimension institutionnelle politique que nous n'avons pas. Oui. En revanche, nous, on a l'avantage d'être spécialisés sur un domaine, qui est l'éducation, qui est la recherche, l'enseignement supérieur, l'innovation et le développement par ce domaine-là. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire une promotion la plus impactante possible de cet axe-là, de l'axe de la diplomatie scientifique, de l'axe de la francophonie scientifique, dans le monde francophone. Comme ça, chacun fait son rôle. Parce que vous avez aussi TV5 Monde qui fait son rôle pour avoir un média francophone audible. Vous avez aussi l'IMF qui fait son travail pour avoir une francophonie territoriale aussi intéressante, et plein d'autres acteurs comme l'APF pour les députés parlementaires, etc. Ce qui manque peut-être, et ça, il faut oser le dire, c'est une plus grande coordination entre tous ces acteurs. Il y a de très beaux acteurs dans l'espace francophone. Ils sont complémentaires. Chacun fait son rôle. Peut-être que ce qu'il faudrait qu'on fasse mieux, différemment, c'est de se concerter plus pour que l'effet de toute cette organisation, que les autres espaces culturels et linguistiques n'ont pas. Rare est l'espace culturel qui a une organisation aussi institutionnalisée, mais pour le moment, l'impact n'est pas aussi important qu'on l'imagine, parce qu'il y a un manque de coordination que nous devons combler ensemble. On a 3 minutes pour terminer, mais il vous reste 2 ans à terminer pour terminer le deuxième mandat. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Okay. Le temps compte. Oui. Et quels sont les éléments que vous allez apporter pour donner cette impulsion que vous avez réussi à mener ? Aujourd'hui, malheureusement, le premier combat, c'est d'abord notre autonomie financière. La dépendance d'un certain nombre de bailleurs qui fluctuent d'une année à l'autre fait que nous ne pouvons pas avoir une stratégie stable si d'une année à l'autre on n'est pas sûr de maintenir notre budget ou de pouvoir l'augmenter. Mais que faire dans un contexte où l'argent est rare ? Nous sommes en train de faire 2 choses. D'un côté, on développe un plaidoyer très fort pour expliquer pourquoi les pays ne doivent pas se désengager de la francophonie en général et de la francophonie scientifique en particulier. Et de l'autre côté, nous sommes en train d'étudier un changement de modèle économique.
Aujourd'hui, on a 250 cadres à l'AUF qui sont en formation sur la gestion de projet et sur la levée de fonds. Pour pouvoir aller chercher des fonds variés auprès de plusieurs sources pour ne pas être dépendant d'une seule source qui représente un facteur de risque en termes de gouvernance. Oui. Et donc cette diversité des sources, cette diversité des rentrées d'argent nous permettra d'avoir une plus grande stabilité. Parce que je pense en termes de stratégie, nous avons montré notre efficacité. Nous avons eu un plébiscite, 92% de nos membres apprécient la stratégie que nous faisons. Parce qu'elle émane de leurs requêtes. Parce que la stratégie est basée sur l'enquête qu'on a réalisée auprès d'eux. Donc si aujourd'hui on travaille sur l'emploi des diplômés du supérieur, tout le monde est intéressé par ça. Si aujourd'hui on travaille sur la formation des formateurs, parce que vous ne pouvez pas réformer l'école si vous ne formez pas les enseignants. C'est apprécié. Lorsqu'on travaille sur la transformation numérique, l'IA générative va transformer le monde aujourd'hui. Oui. Si le Sud ne prend pas le train de cette nouvelle innovation, la différence de développement va s'accentuer, s'aggraver de manière irréversible. Comme il y a 30 ans, quand on n'a pas pris le premier train d'Internet. Là, c'est une autre révolution aussi grande, de plus grande ampleur, et qui s'accélère à une vitesse incroyable. Mais tout le monde n'est pas conscient de cela. Et puis peut-être nous, en tant que scientifiques, en tant que savants, on peut accompagner les politiques pour qu'ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de politiques aujourd'hui qui sont censés prendre des décisions très importantes, qui arrivent et trouvent le temps de suivre l'évolution de l'IA au quotidien. Oui. C'est le rôle d'un serveur qu'ils peuvent faire. C'est qu'on aurait aimé passer du temps avec vous pour mieux comprendre l'anglo-saxonisation du monde, comment vous opérez concrètement. Vous avez la chance d'être dans cet univers multiple et surtout plurilingue. En tout cas, on aura peut-être d'autres occasions pour en parler. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.